J'ai reçu un appel après minuit qui m'a tiré du lit. 320 km de verglas et de vent hurlant. Plus tard, j'ai trouvé ma mère recroquevillée devant une station-service, pieds nus dans la neige, le visage contusionné et le corps tremblant comme une feuille. Mon propre frère et sa femme l'avaient battue et jetée dans la nuit comme si elle n'était rien. Ce moment a gravé quelque chose en moi, un vœu qu'il ne s'en sortirait jamais. Ce qu'ils lui ont fait, je leur ai fait souffrir 10 fois plus. Avant de partager mon histoire, je veux savoir que vous êtes avec moi. Dites simplement j'écoute ou dans les commentaires ou faites-moi savoir d'où vous êtes. J'adore savoir jusqu'où mon histoire porte. Parfois, même la plus petite connexion peut faire en sorte qu'une histoire se sente entendue. Merci. Et maintenant, voici mon histoire. N'oubliez pas de vous abonner. Cela aide plus que vous ne le pensez. Je suis Alexander Kane, et voici comment ma famille a essayé de chasser ma mère de sa propre maison jusqu'à ce que je riposte. L'appel est arrivé à minuit 7, me tirant du brouillard de la paperasse et du café rassis. Mon appartement à Bosemont était sombre à l'exception du scintillement d'une rediffusion d'émissions policières à la télévision. La neige frappait la vitre comme un millier de petits points, et la rue en dessous était déjà recouverte d'une nouvelle couche. J'ai failli ne pas répondre au numéro inconnu, mais quand je l'ai fait, une voix a traversé le grésillement avec le poids de la finalité. Officier Dawson, police de Billings. Ma mère avait été retrouvée devant une station-service Kiko. Sans manteau, sans chaussures, errant dans la tempête, contusionnée, terrifiée, n'appelant que moi. 7 ans s'étaient écoulés depuis notre dernière conversation. 7 ans depuis qu'elle m'avait crié dessus pour avoir quitté la maison pour étudier le droit. M'accusant d'avoir abandonné la famille alors qu'elle couvrait mon frère aîné, de toute sa fierté. Il avait toujours été l'enfant prodige, l'athlète, l'héritier du nom Kane. J'étais le trop sensible, le fauteur de troubles. Quand je suis parti, elle a clairement indiqué que je me choisissais moi-même plutôt qu'eux. J'ai porté cette cicatrice comme une marque. Maintenant, Dawson me disait qu'elle avait refusé l'hôpital, marmonnant que je saurais quoi faire. Il a fait allusion à quelque chose de plus sombre, des signes d'abus, peut-être pire, mais elle avait déjà retiré l'accusation. Ma mère, terrifiée, mais protégeant la main qui l'avait blessée. Le paradoxe que je connaissais trop bien. Je n'ai pas fait de bagages. J'ai enfilé mon manteau le plus lourd, glissé une trousse de premier secours sous mon bras et attrapé les clés de mon vieux SUV. Au moment où j'ai pris l'île 90, le monde a disparu. Le blizzard a tout englouti. La route disparaissant sous la glace. 2 fois dans les 16 premiers kilomètres, mes pneus ont perdu leur adhérence, me faisant déraper vers des fossés que j'ai réussi à éviter. J'ai gardé mes mains serrées sur le volant, la mâchoire serrée, refusant d'allumer la radio. La seule bande sonore était le vent hurlant comme un animal, les essuie-glaces grinçant sur la glace, mon rythme cardiaque battant dans mes oreilles. La route était un tunnel à travers le temps. Chaque rafale de voile blanc ramenait des souvenirs que j'avais enfouis. J'ai me poussant dans les escaliers quand j'avais 9 ans. Le craquement de mon bras contre le carrelage, les semaines dans un plâtre pendant que maman me grondait pour avoir trop réagi. J'ai me laissant dehors dans la neige. Mes dents claquant contre la porte vitrée pendant qu'elle me disait d'arrêter de causer des problèmes. J'ai serré le volant plus fort à chaque kilomètre. À 4h15, après 320 km de silence froid, j'ai glissé sur le parking de Kiko, les pneus hurlant contre les monticules de neige déblayés. Mes phares l'ont immédiatement trouvé. Ma mère accroupie entre une poubelle et la machine à soda gelée, les cheveux emmêlés, les lèvres gercées et saignantes, une échymose devenant violette sur sa joue. Elle était pieds nus, tremblant si fort que j'entendais le claquement à plusieurs mètres de distance. Maman, ai-je appelé, ma voix se brisant sur un mot que je n'avais pas dit depuis des années. Elle a tressailli, puis m'a regardé comme si elle n'était pas sûre que j'étais réel. Je me suis agenouillé, enroulant la couverture de police autour de ses épaules, la serrant contre moi, sentant à quel point elle était devenue fragile. Je vais bien, murmura-t-elle d'une voix rauque, secouant la tête. J'ai juste glissé, juste maladroite. Mais ses yeux la trahissaient, sauvages, fuyants, effrayés d'une ombre qui n'était pas là. L'officier Dawson se tenait à proximité, appuyé contre son véhicule, le visage dur. Elle a dit que je l'avais mise dehors. Puis elle a changé son histoire. Elle a dit qu'elle l'avait imaginé. Son regard a rencontré le mien. Vous avez vu les ecchymoses. Vous savez ce qui se passe.
Je l'ai installée dans le SUV, allumant le chauffage alors qu'elle se recroquevillait dans la couverture. Pour la première fois, elle m'a regardé directement, les yeux vitreux, et a murmuré « Ne le laisse pas tout prendre ». Puis elle a fermé les yeux comme si les mots avaient échappé à sa volonté. Le conflit n'était plus abstrait. Il était assis sur mon siège passager, enveloppé dans une couverture de police, couvert d'échymose. Sang contre sang, justice contre silence. Alors que je la conduisais loin de la station-service, une question me serrait la poitrine comme une lame. Comment convaincre une mère de dire la vérité quand le monstre qu'elle protège est son propre fils? À l'aube, la tempête s'était calmée, mais Billings s'était enseveli sous un silence blanc. Nous nous sommes enregistrés au seul endroit qui ne poserait pas de questions à cette heure. Le Moonlit Inn, un motel fatigué avec des rideaux tachés de cigarettes, un four qui cliquetait comme s'il allait exploser, et une odeur aigre persistante dans le tapis. J'ai doucement posé ma mère sur le lit, les ressorts gémissant sous son petit corps. J'ai agi par instinct. Des années de travail juridique m'avaient appris à cataloguer les preuves, mais c'était ma mère, et mes mains tremblaient. J'ai nettoyé la fente sur sa lèvre, enveloppé son poignet où le gonflement pressait l'os, tamponné les ecchymoses marbrées qui fleurissaient sur ses bras. J'ai tout noté en détail, forme, taille, couleur, emplacement. Je ne pouvais pas m'en empêcher. C'était à la fois le fils et l'avocat. Elle tenait une tasse de soupe de distributeur automatique, la vapeur embuant ses lunettes, mais ses mains tremblaient si violemment que j'ai dû la lui stabiliser. Elle ne me regardait pas dans les yeux. Chaque fois que j'essayais, son regard s'échappait comme un animal effrayé. Son vieux téléphone à clapet gisait sur la table de chevet, l'écran clignotant en rouge, 1% de batterie. Je l'ai branché à mon chargeur et j'ai parcouru les messages vocaux. L'un m'a figé là où je me tenais. La voix de Jay, basse, froide, méconnaissable. Tu m'as embarrassé, maman. Continue comme ça et personne ne te retrouvera la prochaine fois. J'ai enregistré le fichier, la poitrine en feu. Quand je l'ai interrogée, elle a secoué la tête. Tu ne comprends pas. Il essaie. Il perd juste son sang-froid. Elle parlait comme quelqu'un qui répète des excuses de la même manière qu'elle l'excusait autrefois, me poussant, me laissant dehors, me brisant les os. Je me suis souvenu de la dernière nuit où nous nous étions disputés il y a 7 ans dans cette même ville. Elle m'avait crié dessus dans la cuisine, encadrée par ses rideaux jaunes, me disant de ne pas revenir si je pensais que j'étais mieux que la famille. Elle avait choisi l'ambition de Jay, son charme, son héritage plutôt que moi. Je suis parti cette nuit-là et j'ai juré de ne jamais revenir. Maintenant, j'étais là, lui spoonant de la soupe comme si rien ne s'était passé. Et pourtant, tout avait changé. J'ai fait une liste dans le bloc-notes que je portais partout, la station Kiko, notre ancienne maison, Madame Callahan la voisine, les dossiers de l'hôpital, le cabinet d'avocat où ces documents avaient été signés. Les preuves devaient venir de quelque part. J'ai esquissé mon plan comme s'il s'agissait d'un dossier pour un client, ordonnance de protection, tutelle d'urgence, chaîne de garde pour les fichiers numériques. Quand je l'ai pressée, elle a finalement murmuré « Ne fouille pas trop. Ne le mets pas en colère ». Ses doigts se sont crispés autour de la tasse en polystyrène, les jointures blanches. J'ai alors su que ce n'était pas seulement de la peur. C'était du contrôle, le genre de cage que l'on porte à l'intérieur. Mais les cages ont des serrures, et les serrures peuvent être crochetées. J'ai rangé la pièce, tirant les rideaux serrés contre la matinée grise. La lampe projetait un cercle de chaleur tamisé sur le lit, où elle s'endormait d'un sommeil agité. J'ai pensé aux voisins, aux papiers, à la maison qui ne me semblait plus être la mienne. Quelque part dans ces ombres se trouvait la vérité. En ramassant ses affaires, j'ai trouvé son portefeuille en cuir usé. À l'intérieur, plié entre des reçus, se trouvait un petit agenda en papier. Mon souffle s'est coupé. Sur la page d'il y a 2 mois, de son écriture familière en boucle, était écrit « Transfert de propriété Montana Héritage LLC », un numéro de référence, le nom d'un avocat, et glissé à côté, un reçu déchiré d'un bureau de notaire. Le premier indice, preuve d'un transfert qu'elle n'aurait pas pu pleinement comprendre, fait sous la contrainte, preuve que ce que j'ai voulu n'était pas seulement l'obéissance, c'était tout. J'ai glissé la preuve dans ma poche, le poids de celle-ci me poussant en avant. La tempête nous avait presque ensevelis, mais à son réveil, elle avait laissé une trace, et j'allais la suivre aussi loin qu'elle irait. La maison Kane semblait plus petite que dans mes souvenirs, bien qu'elle portât toujours ce faux vernis de stabilité,
le genre d'endroit qui essayait d'avoir l'air sain de l'extérieur. La peinture sur le revêtement était d'un marron vieilli. Le porche abritait la même chaise à bascule que je me souvenais de mon enfance, et les rideaux brillaient faiblement d'une lumière jaune qui ne dégageait aucune chaleur. À l'intérieur, l'air puait le désinfectant comme si quelqu'un essayait trop fort d'effacer ce qui y persistait. Le couloir m'a stoppé net. Chaque mur était tapissé de photographies, j'ai dans son uniforme de football, Sienna au gala de charité, leur fille Luna souriant avec des rubans dans les cheveux. Mes yeux passaient d'un cadre à l'autre, et pas une seule fois je ne me suis vu. Je savais où j'aurais dû être, les coins des portraits de groupe, mais j'étais découpé comme si je n'avais jamais existé. Une photographie de Pâques 1999 avait un bord net, la partie où j'avais autrefois se tenait était proprement découpée. J'ai levé mon téléphone et capturé chaque image. La preuve de l'effacement était toujours une preuve. Je me suis agenouillé devant le placard de rangement sous les escaliers. La poussière recouvrait les cartons empilés à l'intérieur, mais l'un était marqué au feutre noir, 1999 Alexander. Mon pouce est accéléré lorsque je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvaient des fragments de mon histoire traités comme des rebuts. Mon diplôme d'études secondaires, la lettre d'acceptation à l'université dont je me souvenais avoir été déchirée en deux. Quelqu'un l'avait recollé comme pour se moquer du souvenir. Une carte d'anniversaire avec fier de toi écrit en grandes lettres mais sans nom signé en dessous. Je les ai soigneusement remis en place, puis j'ai emporté la boîte pour en photographier le contenu, en gardant ma respiration stable. La cuisine sentait légèrement l'eau de Javel. J'ai ouvert les tiroirs jusqu'à trouver ce dont j'avais besoin, un reçu froissé d'un cabinet d'avocat local avec la signature de ma mère en bas, attaché au mot transfert de propriété Montana Héritage LLC. J'ai pris des photos et les ai immédiatement téléchargées sur le cloud. Le cloud était devenu ma police d'assurance, une que je ne pouvais pas me permettre de perdre. C'est dans le salon que la vraie révélation attendait. Un vase décoratif sur l'étagère semblait légèrement déséquilibré. Derrière lui, câblé soigneusement contre le mur, se trouvait un petit appareil déguisé en babyphone, mais il était pointé vers la cuisine. J'ai retiré la carte mémoire, l'ai glissée dans mon ordinateur portable et j'ai appuyé sur lecture. L'écran s'est allumé avec des images granuleuses. Il y avait Jay, grand et calme, son visage tordu de colère. Ma mère se tenait au comptoir, disant quelque chose que je n'entendais pas. Puis sa main a giflé son visage. Elle s'est effondrée sur le sol, sa tête heurtant le bord du comptoir. Sienna est passée, l'expression vide, et d'une main rapide, elle a ajusté la caméra pour mieux capter l'après-coup avant de s'éloigner. L'horodatage indiquait exactement 21h03 la nuit de la tempête. L'air dans mes poumons est devenu tranchant comme une lame. Ce n'était plus des murmures et des demi-vérités. C'était le témoignage indéniable de la violence. Une voix m'a surpris. Tu ne peux pas t'empêcher, n'est-ce pas? Sienna se tenait dans l'embrasure de la porte, une robe de soie serrée à la taille, une tasse de café pendant à sa main comme si elle m'avait observé tout le temps. Son ton était amusé, mais ses yeux avaient une dureté. Tu disparais pendant des années, tu abandonnes ta mère, et maintenant tu arrives en tempête comme un sauveur. C'est pathétique. J'ai mis mon téléphone à enregistrer, gardant ma voix calme. Ce qui est pathétique, c'est de prétendre que c'est normal. Ce que j'ai vu ce soir tiendra devant un tribunal. Les abus ne sont pas quelque chose que l'on peut effacer avec de l'eau de Javel. Elle a souri. Tu crois que quelqu'un te croira? C'est toi qui as fui. J'ai construit cette famille, pas toi. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai glissé la carte dans ma poche, déjà synchronisée avec le cloud. Mon travail ici était terminé. Avant de partir, j'ai jeté un coup d'œil au bureau de Jay. Parmi ces contrats éparpillés se trouvait un contrat intitulé « Accord de conseil » signé avec les initiales CH. Mon instinct me disait que c'était Caleb Holt, l'homme d'affaires dont j'avais entendu parler par les voisins. Je l'ai noté dans mon carnet. Le symbolisme pesait sur moi en sortant, la photo où mon visage était découpé, la caméra cachée à la vue de tous. Ils avaient essayé de m'effacer, de cacher sa douleur, mais la vérité a une façon de regarder en arrière même depuis les ombres. Cette nuit-là au motel, j'ai renommé le fichier vidéo preuve Marjorie Rinfort et j'en ai téléchargé plusieurs copies. Puis, sans un mot, j'ai envoyé à Jay une image fixe des images, sa main levée contre sa joue. Pas d'explication, pas de message, juste la preuve que j'avais tout vu.
Une déclaration silencieuse que le combat avait commencé. De retour au Moonlit Inn, les heures s'étiraient lourdement. Le four gémissait contre le froid. La soupe que j'avais réchauffée pour ma mère remplissait l'air de l'odeur métallique du bouillon en conserve. Et pourtant, elle l'avait à peine touché. Elle était assise sur le bord du lit, la couverture tirée jusqu'à son menton, les yeux fixés sur le sol comme si me regarder pouvait déclencher quelque chose qu'elle ne pouvait pas contrôler. J'ai posé mon ordinateur portable sur le bureau et j'ai mis en file d'attente la vidéo de la maison Kane. Quand j'ai tourné l'écran vers elle, ses mains se sont envolées vers sa bouche. Un sanglot étranglé s'est échappé avant qu'elle ne se force à nouveau au silence. Ce n'est pas ce qui s'est passé, dit-elle rapidement, secouant la tête, les larmes coulant sur son visage. J'étais confuse. Je suis tombé. J'ai imaginé le reste. Je me suis accroupi devant elle, tenant ses mains fermement. Vous n'avez plus à vous justifier. Vous n'êtes pas seul. Je suis là maintenant, et je ne m'en irai plus. Ses épaules tremblaient. Un instant, elle a ressemblé à la femme que j'avais connue auparavant. Tout s'était aigri, avant le favoritisme, les disputes, les années de silence. Puis sa voix s'est brisée. Il a dit que si je ne signais pas les papiers, il prendrait Luna. Il a dit qu'il l'enverrait quelque part où je ne la trouverais jamais. Que étais-je censé faire? Les mots ont atterri comme un coup. Il ne s'agissait pas seulement de sa sécurité. Luna, ma nièce de 8 ans, était au centre de tout cela. J'avais menacé d'utiliser sa propre fille comme levier. J'ai ravalé la colère qui me brûlait la gorge et j'ai stabilisé ma voix. Il ne la prendra pas. Pas tant que je suis là. J'ai appelé Riley Parker, une assistante sociale en qui j'avais confiance à Billings, et je lui ai tout expliqué. Nous avons discuté de la tutelle d'urgence, des ordonnances de protection, des mesures immédiates pour assurer la sécurité de ma mère et de Luna. Le ton de Riley était ferme. Si je pouvais fournir les preuves, le tribunal écouterait. Pour la première fois depuis des années, j'ai senti l'élan pencher en ma faveur. Mais quand je me suis tourné vers mon ordinateur portable pour rédiger les requêtes, l'écran a vacillé. Des lignes de code ont défilé. Puis tout a disparu. Les documents que j'avais accumulés, disparus. J'ai essayé les sauvegardes, seulement pour les voir se dissoudre sous mes yeux. Mon pouls a bondi. Ce n'était pas un accident. Ma machine avait été compromise. J'ai exécuté des diagnostics, mais les résultats étaient clairs. Quelqu'un m'avait complètement effacé. Mon dossier était en train d'être supprimé avant même de pouvoir exister. Je savais exactement qui avait les ressources et la motivation. Je n'attendais pas les avocats ou les ordonnances du tribunal. Il était déjà dans mes fichiers, effaçant mes fondations avant que je ne puisse les poser. La pièce se resserrait, la fournaise claquant comme un battement de cœur désynchronisé. Ma mère était assise silencieusement, la soupe intacte, les yeux vitreux comme si l'abandon était sa seule option. J'ai alors su que je ne pouvais pas mener cette bataille seule. J'ai fermé l'ordinateur portable, expiré lentement et pris une décision. Il y avait une personne qui pouvait égaliser les chances. Declan Walsh, un vieil ami de Bozeman, le genre d'homme qui pouvait trouver une fissure dans n'importe quel pare-feu et l'ouvrir. J'ai enfilé mon manteau et je me suis assis sur le bord du lit, regardant ma mère. Reposez-vous bien. Demain, tout change. Alors qu'elle sombrait dans un sommeil léger, je me suis glissé dans le couloir. La tempête dehors s'était calmée, mais dans ma poitrine, elle venait juste de commencer. Le Rustis pur sentait la fumée rassie et le whisky bon marché, le genre d'endroit où les secrets collent au mur lambrissé. Des enseignes de bière au néon bourdonnaient faiblement et un jukebox jouait une chanson country que personne ne semblait écouter. Quelques têtes se sont tournées quand je suis entré, le genre de regard superficiel qui disait que les étrangers étaient remarqués ici. J'ai gardé mes mains dans les poches de mon manteau, mon téléphone déjà réglé pour enregistrer, et je me suis dirigé vers le bar où Caleb Holt sirotait un verre de bourbon. Il semblait plus vieux que dans mes souvenirs, bien que sa silhouette portait toujours le genre d'assurance qui venait avec trop de marchés conclus en coulisses. Il a souri en me voyant, comme s'il s'attendait à cette rencontre depuis le début. Eh bien, si ce n'est pas le fils prodigue, dit-il en levant son verre. À quoi dois-je l'honneur? J'ai commandé un café qui, je le savais, aurait le goût de cendre brûlée, plus pour avoir quelque chose à tenir qu'à boire. Je suis venu poser des questions sur Montana Heritage LLC, dis-je platement. Son expression n'a pas changé,
mais ses yeux se sont légèrement rétrécis. Il a fait tournoyer son verre, observant le liquide ambré capter la lumière tamisée. Attention, gamin. Tu ne sais pas dans quoi tu t'engages. J'en sais assez, dis-je, gardant ma voix stable. 200 000 $ ont été déplacés du compte de ma mère sans son consentement, sa signature a été falsifiée. Et d'une manière ou d'une autre, votre nom ne cesse de rôder. Caleb Harry, grave et froid. Tu crois que tu es le premier Kane à essayer de fouiner dans les affaires de famille. J'ai des amis puissants, le genre qui n'aime pas être dérangé. Il s'est penché plus près, son souffle lourd de whisky. Fais-toi une faveur. Pars. J'ai appuyé plus fort sur le bouton d'enregistrement dans ma poche comme si je voulais que le téléphone capture chaque syllabe. Ça n'arrivera pas. Sa mâchoire s'est serrée. Peut-être que l'alcool lui a délié la langue. Ou peut-être qu'il voulait m'intimider. Quoi qu'il en soit, la vérité a jailli. Tu crois que j'ai fait ça seul? J'ai reçu 20% pour faire disparaître les choses. Papier, signature, problème comme ta mère. Tout le monde a sa part. C'était une confirmation, claire et accablante. Mon estomac s'est retourné, mais j'ai gardé mon visage impassible, me forçant à ne pas montrer de triomphe. La voix de Declan a bourdonné dans mon oreillette à ce moment-là, son ton sec. J'ai retracé le transfert. 200 000 $ directement à Héritage LLC. Ils l'ont fait transiter par petites sommes. C'est une preuve irréfutable d'abus financiers. Avant que je ne puisse répondre, un homme sur le tabouret d'à côté s'est penché vers moi, son visage caché sous une casquette usée. Sa voix était basse, juste pour moi. Tu es suivi. Il t'observe depuis le motel. Fais attention à toi. Les poils de ma nuque se sont hérissés. J'ai jeté un coup d'œil autour du bar. Chaque ombre était désormais une menace. J'ai glissé le téléphone dans ma poche, me suis levé et suis parti sans finir mon café. L'air nocturne était glacial sur mon visage alors que je traversais le parking. Mon SUV était garé sous le réverbère vacillant. En m'approchant, j'ai vu les fissures en toile d'araignée sur le pare-brise. Le verre scintillait sous la lumière du lampadaire. Un bout de papier plié était coincé sous l'essuie-glace. Je l'ai retiré. 2 mots écrits en gros caractères, reculés. Je me suis glissé sur le siège du conducteur, la note tremblant dans ma main. L'avertissement n'était pas subtil. Il voulait me faire peur, me faire taire, mais tout ce que cela a fait, c'est aiguiser ma détermination. Le palais de justice de Billings était une dalle de pierre froide et de lumière fluorescente. Au moment où nous sommes entrés dans la salle d'audience, la presse s'était déjà rassemblée à l'extérieur, leurs caméras clignotant comme une tempête. À l'intérieur, l'atmosphère était lourde de tension, l'air trop immobile, chaque tour résonnant contre le haut plafond. Ma mère était assise à côté de moi, les mains jointes si fermement que ses jointures étaient devenues blanches. Quand le juge est entré, je me suis levé. Ma voix était stable, les années de travail en salle d'audience me guidant même si mon cœur battait la chamade. J'ai présenté les preuves, la vidéo de la caméra cachée montrant la main de Jay frappant notre mère, le message vocal où sa voix dégoulinait de menaces, les formulaires de transfert notariés, le témoignage de Madame Callahan la voisine, et les relevés financiers que Declan avait déterrés. Pièce par pièce, j'ai exposé leur cruauté. J'ai été assis en face de moi dans un costume taillé sur mesure. Sa mâchoire serrée, ses yeux brûlants de rage, à peine masqués par un sourire narquois. Sienna, impeccable dans une robe élégante, croisa les jambes et regarda comme si elle était au-dessus de tout cela. Quand ce fut leur tour, la voix de Jay résonna, douce et exercée. Mon frère m'a toujours détesté. Il manipule notre mère, transformant sa confusion en mensonge. Ce n'est rien de plus qu'une vengeance. Le regard du juge se tourna vers ma mère. Un instant, le silence pesa dans la pièce, et je craignis qu'elle ne se réfugie à nouveau dans le déni, mais elle se leva alors, les épaules tremblantes, la voix frémissante, mais claire. J'en ai assez de me taire. Pendant des années, j'ai cru que la douleur était de l'amour. Je me suis laissé croire que je le méritais, mais plus maintenant. Mon fils m'a blessé. Il m'a tout pris, et il ne doit pas être autorisé à recommencer. La salle retint son souffle. Puis l'audio préparé par Declan fut diffusé par les haut-parleurs, son travail ayant retracé un appel privé. La voix de Jay remplit le tribunal, froide et venimeuse. Elle est un fardeau. Si elle gèle dehors,
tant pis. Les mots déchirèrent l'air comme un fouet. Le visage de Jay se vida de toutes couleurs alors que la foule haletait. Avant que le juge ne puisse parler, Sienna se pencha vers Jay, oubliant où elle était, son murmure capté par un microphone en direct. « As-tu supprimé le message vocal comme je te l'ai dit ?» Des halètements ondulèrent à nouveau, les journalistes griffonnant frénétiquement, la galerie bourdonnant. Le juge frappa du marteau, rétablissant l'ordre. Son jugement fut rapide et ferme. Il m'accorda la tutelle temporaire de ma mère, émit une ordonnance de restriction d'urgence contre Jay et Sienna, et ordonna une enquête complète sur Montana Heritage LLC. Les mots résonnèrent comme le tonnerre, définitifs et inflexibles. Le masque de Jay se brisa. Il resta rigide, abasourdi, tandis que le sang-froid de Sienna se dissolvait, ses yeux papillonnant sauvagement comme si elle cherchait une issue. Ma mère s'affaissa sur sa chaise, des larmes coulant sur ses joues, non pas de peur cette fois, mais de soulagement. Lorsque la séance se termina, les journalistes se précipitèrent vers nous, des microphones poussés sur mon visage, des caméras clignotantes, des questions hurlées. J'ai protégé ma mère du mieux que j'ai pu, mais même moi je ne pouvais ignorer le son qui montait déjà au-delà des portes du palais de justice. Sur les réseaux sociaux, une phrase avait commencé à se répandre comme une traînée de poudre, je l'ai là. Ah. Du moment où nous sommes sortis, le chant de la foule remplissait l'air. Des inconnus tenant des pancartes, des voix élevées, non pas pour juger, mais pour exprimer leur solidarité. Mon combat n'était plus seulement le mien. Le silence avait été brisé, et le monde écoutait enfin. Les lumières du studio étaient aveuglantes, plus dures que n'importe quelle lampe de tribunal ou projecteur de police que j'avais affronté. Elles inondaient la scène d'une lueur stérile, annihilant toute chance de se cacher. Devant le bâtiment du Montana Chronicle, la foule s'était rassemblée par centaines, brandissant des pancartes faites à la main, scandant en vagues qui montaient et descendaient comme le ressac. Je l'ai là s'était répandu au-delà de Billings, au-delà du Montana, se propageant comme une traînée de poudre à travers le pays. Maintenant, l'histoire n'était plus seulement la mienne ou celle de ma mère. Elle appartenait à tous ceux qui avaient été réduits au silence dans leur propre maison. Tessa Brooks était assise en face de moi, calme et stable, ses notes empilées mais intouchées. Elle n'en avait pas besoin. L'histoire avait pris son propre élan. Alexander, commença-t-elle, sa voix tranchante à travers la tension. Ramenez-nous à cette nuit-là. Qu'avez-vous vu quand vous avez trouvé votre mère? Les caméras ont pivoté, capturant mon visage en gros plan. J'ai inspiré. J'ai parcouru 320 km dans un blizzard. Quand je suis arrivé, elle était devant une station-service, pieds nus, tremblante, le visage couvert d'ecchymose. Et ce n'était pas un accident. Mon frère et sa femme l'ont mise là. Ils l'ont battue et jetée dans la tempête. Ma voix vacilla, mais je ne la laissais pas se briser. Elle serait morte de froid si quelqu'un ne l'avait pas trouvée. Ce n'est pas de la famille. C'est de la cruauté. Un silence tomba dans le studio, et même à travers la vitre, j'entendis le silence étouffé de la foule à l'extérieur. Tessa hocha la tête, puis lança la séquence. Sur le moniteur, ma mère apparut, assise sur la chaise du motel, la voix tremblante. Je croyais que la douleur signifiait l'amour. Avoua-t-elle, les mains agrippant la couverture autour de ses épaules. Je pensais que si je le supportais, il resterait. Mais je me suis trompé. Les mots ouvrirent quelque chose. Ma poitrine se serra tandis que l'auditoire haletait doucement. Leur silence plus puissant que les applaudissements. Puis vint le son qui allait tout changer. La fuite de deux clans, chronométrée à la perfection, jouée par les haut-parleurs. La voix de Jay, basse et venimeuse, remplit la diffusion. L'effet fut immédiat. Les journalistes dans la galerie explosèrent, tapant frénétiquement, les caméras clignotant. Des halètements résonnèrent à l'extérieur, suivis de chants qui devinrent plus forts, plus en colère, mes poings serrés contre mes cuisses, mon pouls battant. Le pays entendait la vérité sans filtre. Comme si cela ne suffisait pas, la voix de Sienna s'introduisit dans le flux, captée par un micro en direct plus tôt ce jour-là. Je t'ai dit de supprimer le message vocal. Ses propres mots la trahirent, confirmant le complot pour le dissimuler. Le public rugit de rage, la foule à l'extérieur frappant aux fenêtres du studio. Et puis au milieu de tout cela, une alerte flash s'afficha en bas de l'écran. Montana Heritage LLC, l'empire temprisé de Jay, s'était effondré. Un contrat majeur avait été annulé.
Les investisseurs s'étaient retirés et Caleb Holt avait retiré sa participation, faisant maintenant face à une enquête fédérale pour fraude et exploitation de personnes âgées. Le studio bourdonnait de choc alors que l'annonce défilait sur les prompteurs. Même Tessa, posée et expérimentée, haussa les sourcils d'étonnement. Je restais immobile, chaque nerf de mon corps électrique. La vérité n'était plus quelque chose que je portais seul. Elle était là, irréversible, imparable. Les lumières vives au-dessus ne ressemblaient plus à un interrogatoire. Elles ressemblaient à la lumière du soleil. Quand le segment se termina, mon téléphone vibra. Un SMS d'un numéro inconnu brillait sur l'écran. Il est temps pour toi de disparaître. Ce n'était pas un bluff griffonné sur un bout de papier. C'était une menace intentionnelle. Mon histoire avait atteint la nation et maintenant les enjeux m'avaient atteint. Mars a apporté un dégel lent, la neige se retirant en bambou le long des routes. Je suis retourné à la maison Kane avec un adjoint à mes côtés et l'ordonnance du tribunal dans ma mallette. La maison ressemblait à la même de l'extérieur, mais à l'intérieur, elle était creuse, comme une scène après que le rideau est tombé. L'odeur de désinfectant s'accrochait au mur, aiguë et futile comme si le récurage pouvait effacer ce qui avait été fait là. J'ai franchi le seuil, l'ordonnance en main. C'était le moment que j'attendais, non pas la vengeance, mais la clôture. Les documents m'accordaient la tutelle permanente de ma mère et de Luna, ainsi que la restitution que Jay avait été condamné à payer. La famille qu'il prétendait avoir construite appartenait désormais aux personnes qu'il avait essayé de détruire. Jay était déjà à l'intérieur, faisant les 100 pas, son costume froissé, ses cheveux ébouriffés. Ses yeux brûlaient quand ils m'ont trouvé. « Tu penses avoir gagné ?» cracha-t-il. « Tu as détruit cette famille. Tu l'as brisée. » J'ai affronté sa fureur avec calme. « Je n'ai rien détruit. Je reconstruis ce que tu as brisé. » Puis vint la plus petite voix de la pièce. Luna, debout en haut de l'escalier, agrippant la rampe à deux mains. Sa voix tremblait mais porta à travers le silence. « Je veux vivre avec oncle Alexander. Je suis fatigué. » Le poids de ces mots tomba comme une pierre. Le visage de Jay se froissa, la fureur se transformant en quelque chose de fragile et de désespéré. Il se jeta sur elle, mais les adjoints intervinrent, le retenant. Il se débattit, criant « Elle est à moi. Vous ne pouvez pas me la prendre. » La porte d'entrée s'ouvrit, et d'autres officiers entrèrent. L'ordonnance de non-communication avait été violée dès qu'il s'était approché de ma mère et de Luna. Ils le menottèrent alors qu'il criait, sa voix épaisse de rage. Sienna restait figée, les yeux creux, le mascara coulant sur ses joues. Elle ne dit rien alors que son mari était emmené, son silence plus fort que ses cris. Alors que les officiers fouillaient la maison, l'un d'eux appela depuis le sous-sol. Ils ont remonté un disque dur, poussiéreux et dissimulé sous une lame de plancher branlante. Une fois accédé, il a révélé des contrats, des documents falsifiés, une série de noms au-delà de ma mère, d'autres victimes âgées dont les vies avaient été dépouillées de la même manière. L'affaire ne concernait plus seulement ma famille. Elle était devenue un réseau criminel et Jay en était le centre. Cette découverte scella son destin. Il ferait face non seulement à un jugement civil, mais aussi à des poursuites pénales, probablement des années de prison. Sienna, privée de son statut social et de ses liens commerciaux, sombra dans l'isolement. Caleb Holt fut retiré du conseil immobilier, faisant face à ses propres accusations fédérales. Le réseau se dénoua complètement. Pour nous, la guérison commença dans une maison louée, dans une rue tranquille de Billings. Les murs étaient simples, les pièces petites, mais la lumière inondait les fenêtres avec une chaleur que nous n'avions pas connue depuis des années. Ma mère planta des jonquilles dans le jardin avec Luna, agenouillée dans la terre dégelante, leurs mains couvertes de terre. Elles fleuriront même après les hivers les plus froids, lui dit ma mère. Un soir, j'ai trouvé une lettre pliée soigneusement sur la table de la cuisine, écrite de la main de ma mère. Tu ne m'as jamais laissé geler 2 fois. J'ai mal choisi avant. Je le vois maintenant. Pardonne-moi. Je n'ai pas eu besoin de la relire. La signification résidait dans la façon dont elle me regardait maintenant. La façon dont elle avait accroché au-dessus de la cheminée la photo de famille de 1999 restaurée, cette fois avec moi. J'ai continué mon travail non plus seulement en tant qu'avocat, mais en tant que défenseur. Des courriels affluaient de tout l'État, d'inconnus écrivant « J'ai été votre mère une fois » ou « Merci de m'avoir donné une voix ».
Chaque message me rappelait que ce combat était plus grand qu'une seule famille. Un matin de mars, je me tenais sur le porche avec une tasse de café, l'air vif mais pas cruel. Des enfants allaient à l'école. Des rires flottaient dans la brise. Dans le jardin, Luna courait après les premières pousses vertes de jonquilles qui perçaient le sol. Ma mère regardait par la fenêtre. Ses yeux s'adoucirent, ses lèvres se courbèrent dans le plus léger des sourires. La neige fondait par taches sur l'herbe et les pétales jaunes se déployaient, tenaces et lumineux. Je me suis murmuré, presque incrédule. La famille n'est pas seulement le sang. Ce sont ceux qui vous aident à guérir. Et avec cela, l'histoire se referma, non pas avec la vengeance, mais avec le renouveau. La tempête était terminée. Ce qui restait, c'était la floraison du printemps, fragile, mais féroce, une promesse que même le gel peut retrouver la vie. Quand je repense à tout ce qui s'est passé, cela me semble parfois irréel. Je revois la traversée du blizzard dans mon esprit. La façon dont la neige a englouti la route et le silence a pesé sur ma poitrine. Je me souviens du moment où j'ai vu ma mère près de cette station-service, pieds nus, contusionnée et tremblante, et comment quelque chose en moi s'est ouvert en grand. Cette image ne me quittera jamais. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le silence peut tuer aussi sûrement que la violence et que le coup de détourner le regard est toujours trop élevé. Pendant des années, j'ai porté du ressentiment envers ma mère. Je détestais la façon dont elle favorisait la façon dont elle ignorait ma douleur et m'effaçait du cadre familial. Je me disais que je ne reviendrais jamais. Et pourtant, quand l'appel est arrivé, j'y suis allé. Ce trajet ne visait pas seulement à la sauver. Il s'agissait de faire face à tout ce que j'avais enfoui. Le garçon qui a été poussé dans les escaliers, enfermé dehors dans la neige, à qui on a dit qu'il était trop sensible. Il était assis à côté de moi tout le long. Cette nuit-là, je ne conduisais pas seulement pour la secourir. Je conduisais pour sauver la partie de moi-même qui avait été réduite au silence pendant des décennies. Les gens me demandent si je regrette d'avoir exposé mon frère, si une partie de moi souhaite avoir laissé les choses en l'état. La réponse est simple. Non. La famille n'est pas définie par le sang si ce sang cherche à vous détruire. La famille n'est pas une obligation si cette obligation est utilisée comme une arme. La famille, c'est celui qui est avec toi dans la tempête, qui te réchauffe les mains quand tu as froid, qui te dit la vérité quand les mensonges semblent plus faciles. Selon cette définition, ma famille n'est plus l'ancienne famille Kane. Ma famille, c'est ma mère qui a enfin trouvé le courage d'admettre les abus. Ma famille, c'est Luna qui a eu la force de parler quand le silence était exigé. Ma famille, c'est chaque inconnu qui a tendu la main pour dire « J'ai été votre mère une fois » ou « Je connais votre douleur ». C'est ça la famille. La reconstruction, la guérison, le choix de rester ensemble. Cette histoire n'est pas seulement la mienne. Elle appartient à chaque personne à qui on a dit de se taire. Elle appartient à chaque victime qui s'est convaincue que la douleur était de l'amour. Il appartient à tous ceux qui ont été effacés de leur propre photographie, découpés de leur propre histoire, à qui on a dit qu'ils n'appartenaient pas. Je veux que vous sachiez que vous appartenez. Votre histoire compte. Votre voix compte. Même si elle tremble, même si elle se brise, même si elle vient tard dans la nuit après des années de silence, elle compte toujours. Il y a une tentation dans des histoires comme celle-ci de présenter la justice comme nette, d'imaginer qu'une fois que le marteau du juge tombe, tout est réparé. La vérité est plus compliquée. La justice est désordonnée. La guérison est lente. Les cicatrices restent. Ma mère porte toujours le poids de ses choix. Luna se réveille toujours de mauvais rêves. Et je lutte toujours avec la colère que j'ai ressentie pendant tant d'années. Mais nous allons de l'avant. Nous plantons des jonquilles dans un sol qui dégèle. Nous laissons la lumière entrer dans des pièces qui ne sentaient autrefois que l'eau de Javel et la peur. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes libres. Si vous écoutez ceci, si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux que vous emportiez quelque chose avec vous. Le silence est la plus grande arme de l'agresseur. Le briser est le début de tout. Je ne voulais pas raconter cette histoire. Je ne voulais pas revivre le froid, les ecchymoses, la honte. Mais si la partager signifie qu'une personne trouve la force de sortir de l'ombre, alors cela en valait la peine chaque mot. Maintenant, je veux vous demander quelque chose. Si cette histoire a résonné en vous, si elle vous a touché de quelque manière que ce soit, faites-moi savoir que vous êtes là.
Commentez j'écoute ci-dessous ou dites-moi d'où vous regardez. Parfois, le simple fait de savoir que vous n'êtes pas seul suffit à continuer. Et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. Cela peut sembler peu, mais votre soutien permet à des histoires comme celle-ci d'être entendues par plus de personnes. Des gens qui pourraient désespérément avoir besoin d'entendre qu'ils ne sont pas oubliés, qu'ils ne sont pas responsables, qu'il y a une issue. Je suis Alexander Kane. Ma famille a essayé de chasser ma mère de sa propre vie, mais nous avons survécu. Nous avons reconstruit. Nous avons guéri. Et si nous le pouvons, vous le pouvez aussi. Alors, merci d'avoir écouté, d'avoir regardé, d'avoir été là. Merci de nous aider à transformer une histoire de cruauté en une histoire de courage. Et rappelez-vous, même le sol gelé fleurit au printemps. Fin du fichier texte brut.